Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de nous installer, si vous le voulez bien, afin que nous puissions démarrer cette séance du Conseil communautaire. Évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale et chaleureuse bienvenue pour cette séance. Bienvenue aussi à la presse qui est présente. Merci aux fonctionnaires d'avoir préparé le travail et surtout de le suivre pendant la séance. Nous allons avoir plusieurs points qui sont importants, intéressants ce soir. Donc ceux qui voulaient aller dîner à 19h, je les préviens, ça va être compliqué. Mais on va faire le nécessaire pour ne pas y passer la nuit non plus. Évidemment. Donc, comme il est de coutume, je passe la parole à notre directeur général des services pour l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour Saint-Louis, Madame Schmidiger, Monsieur Knimbili, Madame Gertais, Monsieur Chica. Madame Dinten est excusée et a donné procuration à Monsieur Chica. Monsieur Barman, Madame Stroman, Monsieur Guissy, Madame Speer, Monsieur Schmitter, Madame Choquet, Monsieur Pizzaroni, Madame Ferrandez, Monsieur Ekes, Madame Ganglo, Monsieur Gigelman, Madame Tchekutio, Monsieur Carrick, Brunel, Monsieur Deichmann, Madame Zakrebski, Monsieur Bolly, Madame François, Monsieur Ferron, Monsieur Striby est excusé et a donné procuration à Monsieur Fendler. Pour Kems, Monsieur Rouder, Madame Barr, Monsieur Chacher, Madame Rosset est excusée et a donné procuration à Monsieur Chacher. Au Blotzheim, Monsieur Meyer, Madame Schmidt, Monsieur Gasser, Madame Lefebvre. Au Village Neuf, Madame Trendel est excusée et a donné procuration à Monsieur Kassler. Monsieur Kassler, Madame Ramas-Samy, au Bartenheim, Monsieur Kaningisser, Madame Rinkebach, Monsieur Capon, pour Sirens, Monsieur Thury, Madame Sauret-Bachet-Valaz, Monsieur Munch, pour Egenheim, Monsieur Zeller, Madame Kibler, Monsieur Kern, absent. Pour Ezing, Monsieur Lacha, Madame Chapelle, pour Rosno, Monsieur Litzler, Madame Guggenstahl, pour Lanzer, Monsieur Adrian, pour Scherbach, Monsieur Jux, pour Hagenthal-le-Bas, Monsieur Fuchs, pour Lemen, Monsieur Hautmann, pour Buchwiller, Madame Villers, pour Rattenschwiller, Monsieur Wiederkehr, pour Folgensbourg, Monsieur Delmont, pour Ulfheim, Monsieur Ripstein, pour Hanswiller, Monsieur Siebold, pour Wenzwiller, Monsieur Pierry, pour Franskirch, Monsieur Chambert, pour Michel Barlebas, Monsieur Chiclin, pour Hagenthal-le-Haut, Monsieur Fendler, pour Hans Parlebas, Madame Multe, pour Hans Parle-Haut, Monsieur Rode, pour Steinbrunn-le-Haut, Monsieur Strich, pour Côte-Cinq, Madame Caillot, pour Capellen, Monsieur Gabriel, pour Michel Barle-Haut, Monsieur Wolgensinger,
Au Waltenheim, M. Schott est excusé et est représenté par Mme Kunz. Au Valbar, M. Martin. Au Markstadt-le-Bas, M. Fuchs. Au Neuvillers, M. Milin-Tenda. Au Gage-Pitsen, M. Baumelin est excusé et est représenté par M. Schneider. Au Brinkheim, M. Guinder. Au Cézanne, M. Zinninger. Au Knorring, M. Überschlag. Pour Stetten, M. Müller est excusé et est représenté par Mme Butch. Au Markstadt-le-Haut, Mme Haidt. Et pour Liebenswiller, M. Müller est excusé et a donné procuration à M. Deichmann. Le quorum est largement atteint et vous pouvez donc le délibérer de manière valable. Merci beaucoup, M. Dallaire. Donc, nous allons aborder l'ordre du jour, mais tout d'abord, il nous faut un secrétaire de séance et je propose M. André Ripstein. André, pas de problème? Pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Vous avez eu l'ordre du jour qui compte donc 26 points et je vous propose de le démarrer avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier. Je pense que vous avez lu ce document. Nous n'avons pas de remarques écrites pour y changer quelque chose. Néanmoins, si vous souhaitez intervenir à ce sujet, n'hésitez pas. Ça ne semble pas être le cas, donc je pense que c'est approuvé. Quelqu'un y oppose-t-il? Abstention? Merci beaucoup. Premier point intéressant de la soirée, donc l'approbation du rapport développement durable de Saint-Louis Agglomération pour l'année 2020. C'est un point qui est obligatoire et qui se présente généralement en corrélation avec le débat d'orientation budgétaire. Donc, sans autre forme de procès, je passe tout de suite la parole à notre collègue Philippe Nivilly. Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir. C'est un rapport extrêmement transversal, donc l'ensemble des collègues autour de cette table se retrouveront et dans la salle vous vous retrouverez également. C'est une obligation, comme l'a rappelé le Président, qui doit être présentée en même temps que le débat d'orientation budgétaire. 5 grandes parties composent ce rapport que vous avez tous eu, le changement climatique, la biodiversité, l'épanouissement des êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité des territoires, et enfin la production et la consommation responsable. En premier lieu, en 2020, nous avons beaucoup travaillé sur les actions concernant le changement climatique, avec, rappelez-vous, la validation du volet 1 et du diagnostic de la stratégie du PCAET, bienvenue dans le monde des acronymes, le plan climat-air-énergie territorial. Nous avons lancé également, élément extrêmement structurant également, la phase 2 et le cycle 2 de la démarche Citergie, qui va nous conduire d'ici 3 ans à aller vers ce label extrêmement exigeant, qui n'est pas basé sur des déclarations, mais sur des réalisations. Vous l'avez également voté à l'unanimité à l'époque. Les actions de l'espace info-énergie, comme les thermographies de façade, qui ont eu lieu dans l'ensemble de vos communes, avec 33 permanences itinérantes dans les communes et dans les pôles de proximité sur l'ensemble de notre territoire, et dont nous avons d'ailleurs eu hier soir la restitution avec les habitants en visioconférence. La mobilité, c'est le domaine de Pascal, avec la restructuration des lignes 6 et 607 des distribus pour créer des liaisons directes et cadencées entre Kems et Saint-Louis, mais également des nouveaux itinéraires cyclables, ça c'est le collègue Vincent Strich qui a piloté, entre Aigenin et Michel Bacleba et Rance Bacleba. 650 foyers de notre agglomération ont également bénéficié de la prime vélo en 2020, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard ce soir. Résumé. Deuxième volet, les actions concernant la biodiversité. Alors, il y a eu un élément également extrêmement structurant et qui va nous conduire pour les 3 années à venir à réaliser énormément d'actions. C'est la signature d'un contrat de territoire, le 2e du Haut-Rhin, avec l'Agence de l'eau, c'était le 2 octobre, sur 4 ans, 50 actions, 19,4 millions de projets financés à 50% par l'Agence de l'eau, et également une grande transversalité, puisqu'il y a des missions sur l'agriculture chez le collègue Pierre Pendler, sur l'eau chez Thierry, chez l'assainissement chez Denis. Donc on a ici de quoi faire pour les années à venir.
avec également des campagnes de mise en éco-pâturage. Vous l'avez vu en première page, c'est les fameux moutons qui viennent entretenir un certain nombre d'espaces gérés par Saint-Louis Agglomération. Et enfin, la campagne Vive les vergers, avec l'achat groupé de 471 arbres et de 1000 sachets de semences fleuries qui ont été distribués. Concernant les actions qui concernent l'épanouissement de tous les êtres humains, c'était notamment le défi Au boulot, j'y vais à vélo, qui s'appelle maintenant Au boulot, j'y vais autrement, qui ont concerné 12 entreprises, plusieurs écoles, mais également des groupes de citoyens qui se sont mobilisés. On en reparlera aussi plus tard pour le nouveau programme. Transport à la demande concerne beaucoup les communes rurales qui ne sont pas desservies par le distribus, avec plus de 2000 personnes qui ont profité de ce service en 2020. Et enfin, l'élaboration d'une charte exemplaire, je tiens à le rappeler, des éco-crèches, pour les 4 crèches gérées par SLA, c'est le collègue Bernard Kahn-Ministère qui suit cette question. Concernant ensuite la cohésion sociale du territoire, ça a été les fonds de concours de Saint-Louis Agglomération, avec en 2020 32 projets pour des communes membres soutenus financièrement par SLA, pour un total de 890 450 € d'aides conventionnées, dont 80% concernent des projets de transition énergétique dans vos communes. Politique de l'habitat, collègue Jean-Paul Meyer, avec 7 opérations portant sur 215 logements sociaux qui ont bénéficié d'une garantie communautaire de l'emprunt à 100%, et 8 programmes et 274 logements qui ont reçu une subvention pour la réalisation de logements sociaux, notamment dans les communes en tension. Aussi une aide à la réhabilitation thermique de 169 logements sociaux et à 9 particuliers, c'est dans le cadre des aides de l'ANA. Enfin, 2 copropriétés comprenant 101 logements ont bénéficié d'aides de SLA pour des études préalables à des réhabilitations. Et enfin, ça c'est encore le domaine de Pascal Schmidiger, politique de la ville, avec 9 projets qui ont été soutenus financièrement pour un montant de 39 305 €, c'est dans le cadre du quartier de la Gare à Saint-Louis. Et enfin, le comité de programmation Sungo 3 Frontières, auquel nous sommes partenaires avec nos collègues du Sungo, dans le cadre du programme LEADER, avec 4 projets, dont un projet exemplaire sur la commune de Hagenthal-le-Doux, une chaufferie qui a également été réalisée, chaufferie bois, qui est mise en combat. Donc ensuite, bilan concernant la production et la consommation responsable, ça c'est Gaston Latcha qui suit ce programme, dans le cadre du plan local de prévention des déchets, avec la vente de 387 composteurs et de 21 lombricomposteurs, installation de 5 nouveaux sites de compostage partagés, sensibilisation de 633 élèves dans les écoles par notre chargé de mission déchets. Et enfin, 6 ateliers zéro déchet pour le grand public avec 70 participants, malgré la pandémie. Et enfin, le lancement du défi des familles zéro déchet avec 15 familles inscrites. Il suit presque les démarches participatives ruralité lancées également par notre collègue Pierre avec Agriculture et Territoire construisant l'avenir maintenant. Je rappelle que c'est production à bas niveau d'impact, c'est du produit à la ferme, c'est les circuits courts, l'énergie à la ferme, transformer les produits localement. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de participer à ces ateliers. Et pour finir, une démarche d'écologie industrielle en partenariat avec Acteco 3F, c'est très important que le monde économique se mobilise également, avec la valorisation des flux de matière de déchets, des achats groupés, des formations mutualisées, des postes partagés et des partages de moyens techniques. Ce rapport, chers collègues, ne se veut pas être exhaustif, mais montre quand même, en 2020, malgré la pandémie, nous avons de manière absolument transversale et intégrée agi dans les 3 domaines du développement durable que sont l'environnemental, le social et l'économique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Philippe, non seulement pour la présentation du rapport, mais aussi pour tout le travail mené par toi-même, évidemment ta commission, et aussi le travail qui a été fait précédemment par Thierry, puisque 2020, on était à l'année charnière entre l'ancienne équipe et la nouvelle qui est en place maintenant. Merci beaucoup pour ce travail qui est non seulement bien fait, mais qui est indispensable. Est-ce que vous avez des questions, chers collègues? Je ne vois personne lever le doigt, puisque là, du coup, on est en présentiel, c'est plus facile que sur l'ordi, la tablette. Donc, je suppose que Philippe a été limpide, et encore une fois, merci à lui. Quelqu'un est-il contre l'approbation de ce rapport? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, c'est donc à l'unanimité, et je vous en remercie. Autre point important de la soirée, qui va prendre, hélas, un petit peu plus de temps, c'est évidemment le débat d'orientation budgétaire. Je suppose que vous avez vu, peut-être
rapidement parcouru ce document qui compte 115 pages, qui ont été préparés donc par notre directeur général des services avec l'appui du service des finances. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une présentation in extenso de ce document, sinon il y en aurait pour au moins 2 heures, peut-être même plus, et surtout il n'y aurait peut-être pas de questions, et ça serait embêtant si vous aviez envie d'en poser. Donc je vais aller à l'essentiel en vous proposant d'aller tout de suite à la page 13 du document, étant donné que le cadre réglementaire, vous le connaissez, en tout cas les communes qui ont plus de 3500 habitants ont ce même exercice que nous avons à faire ensemble, et les autres collègues, je suis certain qu'ils ont lu effectivement ce qui concerne le cadre réglementaire et le contexte général au niveau de la situation économique et sociale dans leur globalité. Par contre, je vous propose effectivement d'aller plus directement vers les principales mesures relatives aux collectivités locales. Donc, page 13. Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par la crise sanitaire qui perdure début 2021. L'impact brut devrait être de l'ordre de 20 milliards d'euros sur 3 ans. Évidemment, on parle au niveau de l'ensemble de la France. La loi des finances pour 2021 institue différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux entités publiques locales les moyens d'être des acteurs de la relance. En même temps, des mesures sont prises en faveur de la compétitivité des entreprises qui ont des effets sur le secteur public territorial. La baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production, notamment la CFE et la taxe foncière sur le bâti, implique une série de mesures de compensation pour les collectivités territoriales. En ce qui concerne la fiscalité, le maintien du calendrier initial de la taxe d'habitation, je n'y reviens pas, vous connaissez tous la répartition et la diminution progressive de la disparition annoncée de la TH. Je rappellerai simplement que pour les EPCI, cette suppression sera compensée par l'attribution d'une fraction de TVA, et en 2021, le montant de cette fraction de TVA sera égal au produit de TH perçu en 2020. Le reste, je vous le laisse. On va passer aux dotations et la péréquation. La loi de finances 2021 n'apporte pas de modification notable aux dotations versées par l'État. La dotation d'intercommunalité par habitant bénéficie d'une garantie d'évolution comprise entre 95 et 110% de la dotation perçue en 2020. Nous devrions plutôt être du côté des 110%, et ça, évidemment, c'est plutôt heureux. Et comme les années précédentes, la dotation de compensation sera soumise à un écrêtement fixé en 2021 à moins 1,86%. L'enveloppe globale du FPIC ne connaît pas de modification en 2021 et reste donc figée à 1 milliard d'euros, mais ce qui ne veut pas dire forcément que ce sont exactement les mêmes chiffres que l'année précédente, étant donné que ce milliard d'euros peut être réparti de différentes manières en fonction des EPCI et bien entendu aussi des communes. Page 16, le plan France Relance. Ce plan de relance s'élève à 100 milliards d'euros et concerne la transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale. Les mesures qui impacteront les collectivités portent essentiellement sur la rénovation thermique des bâtiments pour 4,5 milliards d'euros, les centres de tri et déchets pour 500 millions et les infrastructures et transports, notamment les mobilités au quotidien, pour 1,2 milliard. Ça, c'est le contexte global. Allons maintenant un petit peu plus au particulier, avec le budget principal et l'analyse rétrospective. Je vous en donne quelques-unes. Donc, les règles de l'équilibre budgétaire. Pour qu'il y ait équilibre budgétaire réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est-à-dire avec un solde positif ou nul. J'insiste plus particulièrement en ce qui concerne la section d'investissement. Elle doit aussi être votée à l'équilibre, mais devra respecter une condition supplémentaire. Le montant du remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux recettes d'investissement de la collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un exercice. C'est logique, encore fallait-il le dire.
Les budgets sont tenus de respecter un principe de sincérité, c'est-à-dire qu'il n'est théoriquement pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. Vous connaissez tout cela dans vos communes aussi. Un focus sur les épargnes, nous sommes page 21 pour la régie, voilà. Donc, peut-être un petit peu d'attention concernant les définitions. Tout d'abord, l'épargne de gestion. Elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement dans son fonctionnement le plus courant. Elle est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêt de la dette. Cet indicateur permet d'analyser l'augmentation ou la diminution des marges de manœuvre d'une collectivité dans son fonctionnement quotidien. On y viendra tout à l'heure. L'épargne brute correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est-à-dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Une collectivité est considérée en situation de déséquilibre budgétaire au sens de l'article 1612 alinéa 4 si son montant d'épargne brute couplé à ses autres recettes propres d'investissement sur un exercice hors emprunt ne lui permet pas de rembourser le capital de la dette sur ce même exercice. Pardon pour la leçon, mais je crois que c'est vraiment très important que nous ayons tous cela dans nos esprits par rapport aux chiffres que nous allons découvrir tout à l'heure. L'épargne nette ou capacité d'autofinancement, elle représente le montant d'autofinancement réel de la collectivité sur un exercice. Elle est composée de l'excédent de la section de fonctionnement, ou l'épargne brute, duquel a été déduit le montant du capital de la dette remboursée par la collectivité sur l'exercice considéré. Et la capacité de désendettement, donc en année cette fois-ci, est le rapport entre l'encours de la dette globale et l'épargne brute retraitée. Sachant tout cela, on peut aller vers ce qui s'est passé ces dernières années au niveau de notre budget principal. Alors évidemment, je ne vais pas lire tous les tableaux qui vont suivre. Nous en sommes à la page 23. Donc, vous avez là les derniers comptes administratifs depuis la création 2017 de notre communauté d'agglomération avec 2018, 2019, là ce sont les comptes administratifs, et pour 2020, c'est le compte administratif prévisionnel qui a été pris en considération, sachant que le compte administratif définitif sera approuvé, si vous le voulez bien, lors du mois de juin prochain. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Eh bien, au niveau de la capacité de désendettement, nous sommes partis en 2017 sur 14 années 6, 14 années et demie à peu près. En 2018, 11 années et demie. En 2019, nous avions vraiment un très bon exercice et nous aurions été ravis de pouvoir poursuivre de cette manière en 2020, puisque nous étions tombés à 7 années, ce qui est évidemment un chiffre tout à fait intéressant par rapport à ce que l'on nous demande, notamment quand il y a une visite de la Chambre régionale des comptes. Par contre, en 2020, eh bien, nous sommes remontés à 13,4 années et on va vous donner évidemment les explications de ce yo-yo. La crise sanitaire de la Covid-19 a fortement impacté les épargnes de Saint-Louis-Agglomération, on en a déjà parlé. On va aller un petit peu plus au fond des choses. Du côté des recettes de fonctionnement, les pertes sur les produits et des services du domaine et sur les ventes diverses, notamment la piscine, mais aussi les déchets ménagers, le multi-accueil, peuvent être estimées à 950 000 €. Ça, c'est les recettes en moins. Par ailleurs, les dotations, subventions, participations reçues ont été minorées de 210 000 € par rapport aux prévisions budgétaires. Pas complètement négligeable non plus. Soit une minoration globale des recettes égale déjà à 1 160 000 €. Ces pertes de produits n'ont fait l'objet d'aucune compensation de l'État. Ne répond pas. Les produits fiscaux perçus ont été conformes aux prévisions budgétaires, mais leur progression a été très faible par rapport aux produits encaissés en 2019. Nous avions plus 0,7%, alors qu'entre 2018 et 2019, c'était plus 6,4%. Du côté des dépenses de fonctionnement, maintenant, il faut relever que les charges de personnel ont évolué conformément aux prévisions et que les collectivités territoriales n'ont pas bénéficié du dispositif du chômage partiel en contrepartie des fermetures administratives de certains services, et évidemment, notamment, les piscines. Un ministre s'est même permis de dire que ça coûtait pas cher de fermer les piscines, puisque il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de dépenses non plus.
Je suis désolé, nous avons du personnel et je crois que le personnel ne serait pas d'accord si on ne lui verse pas son traitement à la fin du mois. Ça montre la grande sagacité de certaines personnes. Je ferme la parenthèse. Donc, Saint-Louis Agglomération a pris en charge pour un montant de 376 000 € les pertes de recettes subies par le délégataire du réseau de transport Distribus aussi, qui vient se rajouter donc à ce que je viens de dire tout à l'heure. Et cette prise en charge n'a évidemment pas été compensée par l'État non plus. Globalement, l'impact financier, minoration des recettes de fonctionnement, plus augmentation des dépenses de fonctionnement, peut être évalué à un petit peu plus de 1,5 million d'euros, avec une dégradation corollaire des épargnes de Saint-Louis Agglomération. Ça va de soi, hein. À partir du moment où les chiffres évoluent dans un sens ou dans l'autre, ça a évidemment des conséquences directes sur l'épargne. En neutralisant l'effet Covid, l'épargne brute aurait été égale à 3 975 000 € et la capacité de désendettement aurait été ramenée à 8,2 années. C'est quand même plus de 5 années de différence entre les 13,4 dont je viens de vous parler tout à l'heure et les 8,2 qu'on aurait pu atteindre s'il n'y avait pas eu toutes ces dépenses supplémentaires, voire les recettes manquantes. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les orientations pour 2021, à moins que vous ayez déjà des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. J'essaie vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir apprécier à leur juste valeur ce qu'on va dire par rapport aux chiffres de cette année. Donc, en ce qui concerne la section de fonctionnement, nous arrivons en ce qui concerne les recettes de fonctionnement à 69 164 000 €, les dépenses de fonctionnement devraient être de 63 998 000, soit un solde de la section de fonctionnement de l'ordre de 5 165 000. De l'ordre de 1. Ce n'est pas encore le budget, ce sont des estimations. Les recettes et les dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2021 sont estimées à 67 453 000 € contre 69 910 000 au budget primitif 2020, soit moins 3,5%. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,45%, alors que les recettes réelles sont quasiment stables avec moins 0,09%. En section d'investissement, alors l'exécution des dépenses et recettes d'investissement en 2020, donc pour un CA prévisionnel à l'heure actuelle, nous avons un total de recettes de l'ordre de 12 078 000 €, un total des dépenses de 14 738 000, ce qui fait un déficit d'investissement hors reste à réaliser de 2 659 000, presque 2 660 000. Vous rajoutez les restes à réaliser en dépenses et en recettes, vous avez donc un solde de la section d'investissement de 2 505 000 € en négatif. Les dépenses d'investissement prévisionnelles pour 2021 sont évaluées à 22 385 000 €, dont 12 206 000 de dépenses nouvelles, on y viendra tout à l'heure, les 7 519 000 en restent à réaliser, et 2 660 000 au titre de déficit de l'année N-1, donc de l'année 2020. Les recettes d'investissement prévisionnelles pour 2021 sont évaluées à 22 385 000 €, dont 14 685 000 de recettes nouvelles et 7 700 000 de restes à réaliser, dont 6 millions d'emprunts que nous n'avons pas réalisés. Rappelez-vous, nous avons pris une décision et libération au mois de décembre par rapport à un début d'année qui aurait pu être difficile. Il l'est, mais pas autant que nous l'avions escompté, c'est Dieu merci. Donc ces 6 millions d'euros n'ont pas encore été empruntés, mais ils devront l'être. De toute façon, on avait prévu de pouvoir le faire jusqu'au 30 juin 2024. Donc, ça viendra dans les semaines qui viennent. J'allais dire hélas, mais c'est comme ça. Les recettes de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez tout cela en page 29 de votre document. Je note simplement que par rapport au budget primitif 2020, nous étions comme dit à 69 910 000 et nous prévoyons en 2021 67 453 000, donc moins 2,4%. Par rapport, encore une fois, non seulement au budget primitif, mais EP, PS
et donc le CA prévisionnel pour 2020. Les orientations budgétaires pour les recettes de fonctionnement reposent sur les hypothèses suivantes. D'une part, une diminution de 374 000 €, soit 10,7% en négatif, des produits et des services du domaine et des ventes pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire, puisqu'en 2021, vous l'avez compris, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, et notamment en ce qui concerne par exemple l'activité piscine. Eh bien évidemment, il n'y a pas de recettes étant donné que les piscines ne sont pas accessibles au public. Une quasi-stabilité des recettes fiscales, mais les bases d'imposition pour 2021 n'ont pas été communiquées à ce jour et elles ne seront disponibles que fin mars. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai souhaité qu'il puisse y avoir une conférence des maires avec un bureau, donc le 31 mars, pour avoir, je l'espère, des chiffres les plus précis possibles à ce moment-là. Pour le moment, comme dit, on travaille en estimation. Néanmoins, l'évolution des recettes fiscales tient également compte des différentes données indiquées sur le document et sur lequel je ne rentre pas dans les détails puisqu'il n'y a rien de véritablement nouveau là-dedans. Donc, si vous regardez les différents taux pratiqués, qui évidemment ne vont pas évoluer, en tout cas je vous propose de cette manière, nous avons donc les produits qui sont estimés pour 2021 sur le tableau de synthèse que vous voyez apparaître en page 32. Et donc là, pour 2021, on serait à 47 353 000, contre 47 238 000, voire 47 317 345 au niveau du CA prévisionnel 2020. Donc une quasi-stabilité. En matière de fiscalité, il faudra notamment en 2021 mesurer les conséquences de la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation, j'ai déjà touché un petit bout tout à l'heure, puisque évidemment cette recette sera totalement supprimée en 2023. Suivre les conséquences à l'échelon du territoire de SLA des décisions prises pour alléger les cotisations de l'AFB et de la CFE des entreprises, donc la foncière bâtie et de la CFE des entreprises. Finaliser la réflexion sur le remplacement de la redevance perçue auprès des habitants de l'ex-communauté de communes de la Porte du Sungo, on y reviendra un petit peu plus loin. L'harmonisation devra intervenir avant le 1er janvier 2023 et elle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une intégration fiscale progressive dont la durée ne peut excéder toutefois les 10 années. En ce qui concerne les dotations, subventions et participations, elles devraient progresser de 133 000 €. Vous avez les estimatifs prévisionnels en page 34. Et les autres produits, donc atténuation de charges, autres produits de gestion courante et produits exceptionnels, seront quasi stables en 2021. Il faut aussi tenir compte du report de l'exercice antérieur qui est égal à 2 685 000 €. Et vous arrivez aux dépenses de fonctionnement maintenant, à moins qu'il y ait des questions par rapport à ce que je viens de dire. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous pose une véritable interrogation. Sinon, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous avons donc 67 453 000 de prévus en orientation, soit par rapport au budget primitif 2020, moins 3,5%, et par rapport au CA prévisionnel, plus 5,4%. Normal, il y a eu moins de dépenses par rapport évidemment à ce qui était estimé lors du budget 2020, mais évidemment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, au niveau du CA, c'était effectivement plus important que ce que nous avions imaginé, et du coup, il y a évidemment une augmentation sensible pour 2021 au titre de ces dépenses. Alors, les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement tiennent compte des évolutions suivantes. Vous avez ça, page 36. D'une part, les charges à caractère général diminuent de 118 000 € entre les orientations 2021 et le BP 2020. Cette évolution négative tient compte des crédits effectivement consommés l'année dernière, soit 12 970 000 €.
Je ne rentre pas dans les détails, de toute façon, nous verrons tout cela, évidemment, quand le moment sera venu d'approuver le budget. Je donne simplement les grandes lignes. En ce qui concerne les charges de personnel, page 37, elles correspondent à l'ensemble des charges de personnel de SLA, budget général et budget annexe confondus, et elles devraient progresser, ce n'est pas négligeable, de 600 000 euros, donc 425 000 pour le budget principal et 175 000 refacturés au budget annexe, au assainissement, déchets ménagers et pépinières d'entreprise. Nous avons évidemment tenu compte aussi de ce qu'on appelle l'indice GVT, le vieillissement technicité, de l'ordre de 1%, de la poursuite de la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, carrière et rémunération, avec une revalorisation des grilles indiciaires de tous les agents, sachant qu'il s'agit là, effectivement de la dernière année de revalorisation des agents, qui était un engagement pris par l'État et qui compte évidemment, qui concerne tant les fonctionnaires d'État que les fonctionnaires territoriaux. Ensuite, effectivement, il faut aussi tenir compte du renforcement de certains services fonctionnels et opérationnels de SLA. Vous avez la liste des personnes, effectivement, qui sont prévues en recrutement qui suit derrière, sachant qu'il y a 5 postes, les 5 derniers postes qui sont signalés, qui effectivement bénéficient d'aide de l'Agence de l'eau, de l'État et de l'ARS, et ce qui nous permet effectivement d'avoir ces recrutements, mais sachant aussi qu'à terme, ces aides vont probablement disparaître. L'État aide toujours à temps. Alors en ce qui concerne l'Agence de l'eau, il y a un engagement formel, il me semble, pour 5 ans, particulièrement vers Philippe. En ce qui concerne l'État, c'est un petit peu plus compliqué. En ce qui concerne l'ARS, il y a un engagement sur une durée définie aussi. Les atténuations de produits devraient augmenter de 126 500 euros par rapport au VP 2020, en raison de l'augmentation du pic constaté en 2020. On parle toujours du milliard, mais je le répète, le milliard ne se répartit pas toujours de la même manière sur l'ensemble du territoire au fil des ans. Les autres charges de gestion courante augmentent de 432 000 euros pour tenir compte notamment du coût du développement du réseau de transport urbain Tribus. Rien que pour ce poste-là, il y a 300 000 euros de plus de prévu. Et les charges financières augmentent de 50 000 euros par rapport à 2020 et de 82 500 par rapport au CA 2020 en raison de la souscription de 2 emprunts d'un montant total de 6 millions, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont être mobilisés donc au courant du premier semestre. Le virement à la section d'investissement est prévisionnellement réduit à 1 632 000 euros contre 3 316 608, et cette diminution est la conséquence de l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de la quasi-stabilité des recettes de fonctionnement. Au total, les capacités prévisionnelles d'autofinancement, virement plus amortissement, s'établissent donc à 3 993 000 euros. Elles couvrent le montant de remboursement annuel de la dette égal à 2 695 000, et le solde est affecté aux dépenses nouvelles d'investissement, au même titre que le FCTVA, les subventions d'investissement reçues et les cessions éventuelles. Voilà en ce qui concerne la partie fonctionnement. Avez-vous des questions par rapport à cela? Évidemment, on y reviendra plus en détail quand on aura les chiffres, j'ose espérer, plus définitifs du budget, encore que pas certain qu'on ait toutes les recettes annoncées par l'État, voire toutes les dépenses. Le FPIC, généralement, on le sait qu'au mois de juin. Et la dotation EAP, donc le report, ça c'est pareil, on ne le saura probablement pas avant fin mai, début juin. Et ce sont des sommes qui sont conséquentes. Mais on surveille ça comme le lait sur le feu, vous l'avez compris. Les recettes d'investissement. Alors, vous avez un tableau en page 40, je reprends simplement le bas du tableau. Donc, le total des recettes nouvelles, 14 685 000. Les restes à réaliser, dont on a parlé tout à l'heure, 7 700 000, ce qui fait un total général de 22 385 000. Alors, d'où proviennent ces recettes? Eh bien, vous avez donc des recettes nouvelles pour les 14 685 000 qui se répartissent à l'heure actuelle à 1 300 000 au titre du
du FCTVA, à 2 506 000 d'affectation du résultat de fonctionnement, à 1 500 000 de subventions diverses pour 300 000 escomptés du plan de relance, 200 000 de produits des cessions, 2 547 000 au titre des amortissements et des opérations patrimoniales, et de 1 632 000 de virements de la section de fonctionnement. Pour arriver à l'équilibre budgétaire, il faudrait recourir au courant de l'année à un nouvel emprunt de 5 millions d'euros si toutes les dépenses d'investissement étaient évidemment réalisées. Elles ne le seront pas. Et j'ose espérer effectivement que nous n'aurons pas à recourir à beaucoup d'emprunts nouveaux par rapport aux 6 millions que nous avons déjà prévus au mois de décembre. Allez-y Claude, si vous voulez rajouter quelque chose. Juste, on rembourse en dette, enfin c'est prévu pour 2021, à peu près 2,7 millions d'euros. Donc ça voudrait dire que si on emprunte 5 millions, enfin si on a 5 millions d'emprunts nouveaux, il faut réduire ce montant des 2,7 millions qu'on rembourse dans l'année. C'est une petite précision. Oui, c'est-à-dire que l'endettement, évidemment, ne grimpera pas de 5 millions, mais grimpera seulement de 2,5 millions. Mais pour moi, je trouve que c'est encore beaucoup, pour ne pas dire trop. Bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, hein, et on en parlera évidemment, si vous le souhaitez, dès tout à l'heure, et évidemment, notamment lors de la séance budgétaire du 7 avril. Puisque les restes à réaliser en recettes d'investissement, on retrouve évidemment les 6 millions dont j'ai parlé, 1 609 000 de subventions à percevoir, notamment au titre du financement du tram 3, ainsi que de différentes opérations, et 91 000 euros au titre des opérations pour compte de tiers. Ça, c'est pour les recettes d'investissement. Alors, il y a les dépenses, bien évidemment, et les dépenses nouvelles, je l'ai dit tout à l'heure, s'élèveraient à 12 206 000, auxquels il faut rajouter les restes à réaliser en dépenses 7 519 000, et évidemment aussi le déficit d'investissement reporté qui s'élève à 2 660 000, on arrive aux 22 385 000. Alors, les dépenses nouvelles, de quoi s'agit-il? Vous les avez en page 43. Donc, 2 695 000 euros sont prévus pour le remboursement de la dette. L'autre vient d'en parler à l'instant. 1 327 000 pour les fonds de concours et les subventions d'investissement, y compris notamment 102 000 pour la prime vélo. Philippe en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que cette prime vélo est un véritable succès et on peut tous en être très heureux. Mais ça a un coût. Après, je pense que c'est de l'argent qui est vraiment bien investi et nous allons poursuivre évidemment cette aide, si vous en êtes d'accord, pour l'année 2024. Et nous avons aussi 358 000 euros à prévoir pour les logements sociaux. Donc pour les aides à la construction des logements sociaux. Il ne s'agit pas là des garanties de prêt, c'est autre chose. 1 173 000 euros pour le déploiement de la fibre optique dans les communes membres. Alors là, on arrive tout doucement au bout de cette dépense, puisque normalement, en 2024, nous devrions avoir la fibre dans les 40 communes de l'agglomération. En tout cas, dans les 39 liées à l'opération de la région, parce que je rappelle, la ville de Saint-Louis fonctionne avec l'opérateur historique qui est Orange. Elle ne fait donc pas partie des 40 communes. Ensuite, sont également prévus 85 000 euros pour des acquisitions foncières, donc très peu. 1 242 000 pour les acquisitions diverses pour l'ensemble des services communautaires. On verra ça plus en détail, évidemment, tout à l'heure. 1 396 000 pour les pistes cyclables. Alors, sont prévus là-dedans l'AIMEN, canal de Huningue entre Rosenau et Kems, et le tourisme, notamment les abords du camping de Kems. 1 330 000 pour les bâtiments, piscines, COSEC, pépinières d'entreprise, maison du Lersbach, antenne de Haguental-le-Bas, pôle des services publics à Sirens et à Saint-Louis, et 2 230 000 pour la voirie, les infrastructures en zone d'activité et pour le pôle santé. Les dépenses d'investissement en reste à réaliser, donc les 7 519 000, vous les voyez apparaître, je ne vais pas tout vous lire, en page 44. Donc ça, ce sont des crédits qui ont été engagés l'année ou même les années précédentes, et qui vont devoir être payés en ce qui concerne. Alors c'est pas des opérations entières, hein, c'est des restes d'opérations par rapport à ce qui était en cours.
Et vous avez aussi les engagements pluriannuels, donc page 45. Je ne reviens plus sur la fibre, je viens d'en parler. Mais, donc, à l'heure actuelle, aucun nouvel engagement pluriannuel n'a été acté à ce jour par le Conseil de communauté. Mais vous savez bien que, en ce qui concerne les fonds de concours, nous arrivons à la fin de cette opération pour 2020, et donc avec des crédits encore disponibles qui n'ont pas été utilisés en 2020, qui peuvent l'être en 2021. Et dans les semaines qui viennent, je vous propose évidemment d'avoir un échange et une discussion sur ce qu'ont vont devenir ces fonds de concours qu'il faut bien évidemment maintenir. Est-ce qu'on va les maintenir stricto sensu tels que prévu? Est-ce qu'on va adapter les fonds de concours par rapport à éventuellement des demandes nouvelles par rapport à ce qui existait jusqu'à présent? Mais je pense que, encore une fois, je pense sincèrement que ces fonds de concours sont appréciés dans les communes et tout particulièrement évidemment les plus petites, et c'est tant mieux. Je crois qu'il faut véritablement marquer notre solidarité à ce niveau-là, et tant que nous le pourrons. Vous voyez que les chiffres ne sont pas très glorieux, c'est pas très rose, et personnellement, je milite fortement pour que ces fonds de concours puissent être poursuivis au bénéfice de l'ensemble des 40 communes, avec, comme ça a été le cas, un bonus pour les communes les plus petites par rapport, évidemment, aux chiffres par habitant. Mais on y reviendra. En ce qui concerne la structure et la gestion de la dette, eh bien, vous avez les chiffres, donc, au 1er janvier 2021, 32 598 957 euros, contre 34 837 815 au 1er janvier 2020. Je vous laisse dire le reste. Ensuite, vous avez un tableau qui reprend la structure par type de taux, des emprunts fixes, des emprunts variables, ajustés sur le livret A, et les taux moyens. Donc, il est important de souligner qu'aucun emprunt est à taux structuré. Donc, entre guillemets, il n'y a aucun emprunt toxique, comme on les appelait à un certain moment. Et vous voyez que les taux fixes sont évidemment très 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 largement majoritaires, puisque sur les 32 500 000, il y en a 26 319 000 qui sont fixes. Alors, c'est vrai qu'il y en a 5 346 000 qui sont dépendants du livret A, mais le livret A, il ne va pas exploser du jour au lendemain. Et la part véritablement variable est inférieure à 1 million, avec un taux moyen de 2,15%, donc il n'est pas très élevé non plus. Vous avez page 48, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc les établissements prêteurs. Et je souligne qu'en 2020, SLA n'a souscrit aucun nouvel emprunt. Nous avons pris la décision concernant les 6 millions, je répète, ils n'ont pas été empruntés jusqu'à nouvel ordre. En 2021, le remboursement du capital donc représente 2 637 000. Et, comme je l'ai dit aussi, si nous voulons réaliser toutes les dépenses qui sont prévues en investissement, eh bien, il faudra recourir à un nouvel emprunt qui pourrait être d'un montant de 5 millions. Vous avez ensuite, en page 49, la structure de la dette par année. Alors, c'est un petit peu hypothétique, évidemment, puisque là, on tient compte des emprunts que nous avons faits et que nous voudrions faire à l'heure actuelle, mais ça ne tient évidemment pas compte des emprunts futurs. D'où une très grosse diminution au fil des ans, ce qui est tout à fait normal. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le budget principal. Chers collègues, avez-vous des questions? Ou êtes-vous déjà totalement abattus par rapport à cette volée de chiffres? Et je vous comprendrai parce que moi je navigue là-dedans depuis quelque temps et c'est vrai qu'il y a de quoi attraper une céphalée, comme disait l'autre. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'aborder les 8 budgets annexes, mais rassurez-vous, je vais le faire beaucoup plus brièvement. Et je vous propose de centrer l'exercice sur l'endettement, parce que ça me paraît quand même être quelque chose d'important que vous soyez au courant, parce qu'on a parlé de l'endettement du budget principal, mais il faut aussi voir un petit peu ce qui se passe au niveau des budgets annexes, sachant que les chiffres des budgets annexes
je le dirais quand même, comme introduction, notamment par rapport au transfert de la compétence assainissement et eau. Vous avez pages 52, 53, 54. Je ne vais pas lire ces 3 pages, j'avais envisagé de les lire, mais le temps passe quand même très rapidement. Vous avez là toutes les explications et tout ce que nous savons au jour d'aujourd'hui par rapport aux transferts qui se sont faits donc suite à l'obligation effectivement de reprendre ces 2 compétences. Enfin, la compétence assainissement, sachant qu'après pour l'eau c'est exactement la même chose. Juste peut-être pour qu'on soit d'équerre, donc je vous propose un petit zoom sur la page 53. Si vous avez des questions sur les pages avant, il n'y a pas de souci. Donc comme vous le savez, la loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire le transfert de la compétence assainissement à SLA, en date donc du 1er janvier de l'année dernière. Et par délibération du 23 janvier 2020, le Conseil de SLA a décidé de ne pas déléguer sa compétence au syndicat dont le périmètre est inclus en totalité sur son territoire. Le préfet du Haut-Rhin a donc décidé de dissoudre ces syndicats. Cette dissolution ne concernait cependant pas le SIA de Dietwiller, regroupant 3 communes de notre agglomération, Lanzer, Schlierbach et Steilmond-le-Haut, et 3 communes de la L2A, Brubach, Dietwiller et Steilmond-le-Bas. À compter du 1er janvier 2020, l'exercice de la compétence assainissement n'était donc plus exercé que par 2 entités, Saint-Louis Agglomération et la SIA de Dietwiller. Voilà. Ensuite, nous avons, en ce qui concerne les orientations budgétaires, vous avez, page 56, les tarifs de l'assainissement commune par commune. Je ne vais pas faire de commentaires, c'est lisible, vous voyez apparaître les différentes communes, et ensuite vous avez effectivement les différents chiffres concernant les budgets 2020 plus le budget supplémentaire, le CA prévisionnel et les orientations 2021. Donc en ce qui concerne les recettes d'exploitation, nous devrions être au niveau de 2021 à peu près 4 416 000 euros pour le budget assainissement en délégation service public. Il y en a 2. Il y en a un en régie et l'autre en DSP. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Comme je vous l'ai dit, je vous propose de faire un focus sur l'état de la dette de ces différents budgets. Et en ce qui concerne le budget assainissement en DSP, vous avez les chiffres en page 61. Donc l'encours de la dette relevant de ce budget annexe qui comprend 6 emprunts est égal à 9 369 260 euros. Le taux moyen de cette dette est égal à 3,57% et la durée de vie résiduelle de cette dette est égale à 11 ans et 5 mois. Jusqu'à fin 2021, il n'est pas prévu de recourir à l'emprunt pour financer l'investissement relevant de ce budget annexe. Au jour d'aujourd'hui. Ensuite, tout dépend évidemment des travaux qui vont être faits et de la capacité à supporter financièrement ces travaux. Ça, c'est pour le budget assainissement, donc en DSP. Le budget assainissement en régie, vous voyez apparaître les chiffres, pages 63 et 64, jusqu'à 65, jusqu'à 66 même. Je ne vais pas tous les reprendre, comme dit, on y reviendra au niveau de la séance budgétaire. On va aller un petit peu plus au fond des choses. Mais là, pareil, où est-ce qu'on en est au niveau de la régie, donc en ce qui concerne l'assainissement? Eh ben, la dette donc de ce budget annexe comprend 46 emprunts et est égale à 10 934 848 euros. Là, le taux moyen est de 3,89%, c'est sûr, il y a beaucoup d'emprunts qui ont été faits par les communes et parfois il y a relativement longtemps. Et évidemment, il y a 5, 8, 10, 12 ans, on n'avait pas des taux comme on en a aujourd'hui. La durée de vie résiduelle de cette dette est égale à 13 ans et 4 mois. Et là non plus, il n'est pas prévu d'avoir un recours à l'emprunt au titre de l'année 2021.
Je passe les pages concernant la structure de la dette et la dette par année pour aller à la compétence eau. Vous avez là aussi un résumé de tout ce qui s'est passé donc par rapport à ce qui existait auparavant et à ce qui se passe depuis le 1er janvier 2020. Je ne rentre pas dans les détails puisque même cause, mêmes effets. Vous voyez en page 71, au 1er janvier 2020, l'exercice de la compétence eau n'était plus assuré que par 2 entités, Saint-Louis-Agglomération et le syndicat de Schwierbach. Ensuite, vous avez d'autres explications, notamment par rapport aux discussions que nous avons eues avec M2A, les services de l'État et donc nous-mêmes au niveau de Saint-Louis-Agglomération, pour permettre à la commune de Dietwiller de pouvoir être approvisionnée en eau, parce qu'il s'est posé le problème par rapport à le travail qui a été fait au niveau de Saint-Louis-Agglomération et le travail qui est fait au niveau de M2A. M2A a obtenu un décalage, parce que c'est très 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 compliqué chez eux, a obtenu un décalage de 2 années. Chez nous, c'est très compliqué aussi, hein. On a essayé d'anticiper au mieux. Et donc, au niveau de M2A, eh bien, ils ont obtenu de la part de Monsieur le Préfet un report de 2 années, donc jusqu'à fin 2021, puisque 2020 compte dans l'exercice, 2020 et 2021, donc jusqu'à la fin de l'année 2021. Alors, c'est 3 années. Je ne sais pas, Pascal, Donc, c'est un décalage de 3 ans, du coup. Ok. J'en étais resté sur 2 ans, mais c'est vrai qu'il reste encore 2 ans. Pour qu'ils puissent faire le même travail que nous on a fait au 1er janvier 2020. Et c'est pour ça qu'il reste donc effectivement, il restait une solution à trouver pour la commune de Dietwiller, ce qui est en train d'être fait heureusement. Et j'en remercie d'ailleurs tous ceux qui y ont participé parce que c'était pas forcément évident non plus. Alors en ce qui concerne les orientations budgétaires, vous avez page 74, les tarifs de l'eau. Je ne veux pas être catastrophiste, mais pour cette année, nous n'avons pas prévu d'augmenter le prix de l'eau dans les différentes communes, mais il va falloir, je parle sous le contrôle de mes 2 collègues, alors eau et assainissement, mes 2 collègues, donc Denis et Eric, qui sont à côté de moi. Je pense que l'année 2021 nécessitera une réflexion de fond par rapport aux futurs tarifs, notamment de l'eau dans nos communes, étant donné que si nous en sortons relativement bien en 2021, ce sera probablement plus le cas en 2023, 2024, 2025. Il faudra qu'on en parle de manière limpide, c'est le cas de le dire, quand il s'agit de l'eau, mais clair, réfléchi pour tout le monde et qu'on prenne les décisions nécessaires pour que, effectivement, cette activité puisse être un service efficace pour l'ensemble de nos concitoyens. Je le dis toujours, l'eau, l'assainissement, c'est du quotidien, il n'y a pas plus quotidien que ça. En dehors de l'eau, il y a l'air, après il y a d'autres choses pour vivre, mais si vous n'avez pas l'eau, si vous n'avez pas l'air, c'est même pas la peine de parler du reste. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. En ce qui concerne les budgets, on avance, budget AEP, alors là aussi, il y a une délégation service public. Donc vous avez le détail de la page 75 à 78. Focus sur l'endettement. Alors en ce qui concerne ce budget, 2 emprunts qui sont d'un montant global de 1 909 000 €. Le taux moyen de la dette, 2,08%. La durée de vie résiduelle de cette dette est quand même importante puisqu'elle s'élève à 18 ans et 2 mois. Et il n'est pas prévu là non plus de recourir à l'emprunt en 2021. Ensuite, vous avez le budget donc en régie, de la page 81 à la page 85. Et là aussi, vous avez un focus concernant la dette, où nous retrouvons 26 emprunts pour un montant global de 4 504 493 €. Le taux moyen est de 1,56% et la durée de vie résiduelle est de 20 ans et 2 mois. Et là aussi, il n'est pas prévu de recourir à l'emprunt au titre de l'année 2021. Ensuite, nous arrivons tout doucement mais sûrement au bout, rassurez-vous.
Nous avons le budget annexe des déchets ménagers et assimilés. Alors, ce budget porte sur la collecte et le traitement des déchets ménagers dans les 13 communes de l'ex-communauté de communes de la Porte du Sungo, pas les 2 autres ex-communautés de communes, hein. Il est financé par la redevance, et cette redevance comprend une part fixe et une part variable. Donc, vous voyez le détail sur le document. En 2021, il n'est pas prévu de revaloriser ces redevances, et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, en 2022, au plus tard, il faudra finaliser la réflexion sur l'harmonisation de la fiscalité dans le domaine des déchets ménagers. Alors, soit une taxe ou une redevance, mais cette fois-ci pour tout le monde, hein. Il ne s'agit plus de faire la distinction entre export du Songo, pays de sirène, ces 3 frontières. Ce sera évidemment la même chose chez tout le monde. On en parlera. Voilà, la dette du service comprend un seul emprunt, c'est page 89, auprès de la CDC qui a été pris en 2009, au taux fixe de 4,47. Le capital restant dû est très peu important, puisqu'il s'agit encore de 70 320 €. Vous voyez la durée résiduelle et la durée de vie moyenne. Ensuite, vous avez les recettes d'exploitation sur les pages 90 à 93. Et nous arrivons au budget donc de la pépinière d'entreprise. Donc l'encours de la dette en ce qui concerne ce budget, vous voyez ça en page 95, est égal à 252 590 € et correspond à un seul emprunt au taux fixe de 3,34, qui est souscrit auprès de la caisse d'épargne, et sa durée de vie résiduelle est de 7 ans et 4 mois. Et là non plus, il n'est pas prévu de recours à l'emprunt en 2021. Et nous terminons avec le budget annexe de la zone d'activité d'Attenschwiller. Donc, cette zone d'activité a été aménagée par l'ex-communauté de communes de la Porte du Sungo. Elle a été reprise par SLA, évidemment, lors de la fusion. Et à cette date, les travaux d'aménagement étaient réalisés à 100%. Donc, au 1er janvier 2021, une emprise globale de 107,73 AR est encore disponible. La valeur commercialisation est évaluée à 323 000 € et l'encours de la dette est nul au 1er janvier 2021. Donc, le service communautaire du développement économique a des contacts pour la commercialisation de ces lots encore disponibles et la vente de la parcelle de 31,39 AR rachetée à la société Bubendorf devrait intervenir en 2021 pour un montant de 94 000 €. Bon, je n'ai rien de particulier à rajouter là-dessus. Ensuite, nous avons le dernier budget qui est celui de la zone d'activité du Technoparc. Alors, quand même quelques renseignements à ce sujet-là. Ce budget annexe donc a été créé par délibération du Conseil de communauté du 25 novembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019. Les travaux d'aménagement de la zone d'activité ont démarré au courant du premier trimestre 2019 et se sont poursuivis en 2020. Ils sont donc en voie d'achèvement. Le montant des dépenses portant sur les acquisitions foncières, les études et travaux réalisés au courant de l'année 2020 est égal à 1 321 619 €. Et en 2019, un terrain de 927,18 AR a été cédé à la société Sterling pour un montant global de 3 608 840 € hors taxes. Et comme vous le savez, Sterling est en train d'aménager dans ses locaux, puisque les travaux sont en cours de finition à l'heure actuelle. En 2020, un terrain de 153,84 AR a été cédé à la société Europroduction pour un montant global de 615 360 € et un terrain de 16,87 AR a été cédé à la société Priméo pour 67 480 €. Donc au 31/12/2020, l'excédent global dégagé sur le budget annexe s'établit à 673 622 €. Et le budget annexe n'est grevé d'aucun emprunt. La société Europroduction a posé une option pour un terrain de 37 AR 35. Reste disponible un terrain de 218,97 AR, pour lequel d'ailleurs plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt. Et il y a donc de fortes chances de penser qu'au courant de l'année 2021, ces terrains seront également attribués et vendus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail concernant le rapport des ressources humaines, puisque nous sommes également obligés, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, de vous donner un rapport exhaustif de nos ressources humaines. Vous l'avez de la page 104 à la page 115. Pardon d'avoir été aussi long.
Et je crois qu'il fallait vous donner un certain nombre de renseignements, et si vous avez des questions, il n'est toujours pas trop tard, puisqu'il s'agit en principe d'un débat. Et un débat avec autant de chiffres, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est de l'ordre du compliqué pour ne pas dire plus. Je regarde du côté de mes collègues. Donc, on en finisse, c'est ça, Daniel? Je te vois. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là ce soir. Et évidemment, nous reverrons tout cela avec un petit peu plus de détails, mais beaucoup moins. Évidemment, je ne reprendrai pas dans l'heure de la séance budgétaire ce que je viens de dire ce soir. J'irai plus vers les chiffres précis et notamment vers les investissements dans plus de détails qui sont prévus lors du budget 2021. Et les budgets annexes, nous les verrons plus que brièvement, puisque les chiffres, vous les avez déjà et ils ne risquent pas de changer grandement d'ici 4 semaines. Écoutez, merci pour votre soutien silencieux. Et je sais, c'est un exercice compliqué, mais on nous l'impose, alors on y passe. Attribution de fonds de concours, ça c'est plus intéressant, du moins pour ceux qui en profitent. Non, pardon, je vais aller plus vite et puis ça va pas. Donc il y a d'abord le point numéro 4 qui est l'exonération exceptionnelle de la redevance spéciale pour les restaurants fermés administrativement du fait des mesures sanitaires liées à l'épidémie Covid. Alors je ne vais pas vous lire toute la délibération, vous avez compris que c'est pour aider nos amis restaurateurs par rapport à la difficile épreuve qu'ils sont encore en train de traverser. C'est un coût de 7 200 € pour l'ensemble des redevables concernés. Il est donc proposé d'exonérer et je vous propose évidemment de leur accorder cette exonération. Avez-vous des questions par rapport à ça? Ce n'est pas le cas. Ils peuvent donc en bénéficier et je vous en remercie. Ensuite, il y a un fonds de concours, on y arrive. Alors, c'est pour la commune de Stetten, pour 2 345, j'ai vu tellement de millions auparavant, maintenant j'en vois partout, désolé, excusez-moi. Pas de chance pour Stetten, fallait pas se réjouir trop tôt. 2 345,58 € pour la rénovation du plateau sportif, pour un montant global de 4 691,16 €. Je pense que vous n'y voyez pas d'inconvénient, que nos collègues puissent avoir cet argent le plus vite sera le mieux. Merci pour eux. Opposition de prolongation du dispositif d'aide à l'achat d'un vélo, on en a parlé avant, je repasse la parole à Philippe pour que nous puissions conserver ce procédé cette année-ci. Oui, chers collègues, vous le savez, on a voté récemment un document stratégique qui a pour objectif de faire baisser la part modale de la voiture dans les déplacements sur notre agglomération, puisqu'elle présente 35% des émissions. Et il faut bien trouver des mesures pour aider nos concitoyens à y accéder. On a mis en place en janvier 2009 la fameuse aide à l'achat d'un vélo pour les résidents de Saint-Louis-Aglo. Et depuis, ça a rencontré un franc succès puisque depuis sa mise en place, 1100 résidents ont pu bénéficier de cette prime, dont 70 000 € étaient inscrits au budget en 2019 et 110 000 € en 2020. Il vous est proposé de reconduire, comme l'a déjà dit le président tout à l'heure, en 2021 et d'inscrire 102 000 € au budget prévisionnel. Je rappelle que les vélos doivent être achetés dans les commerces de l'agglomération des 40 communes, qui sont limités à un article par famille et pour les majeurs. L'idée c'était bien qu'ils aillent au travail ou ailleurs en vélo, et que c'est plafonné à 50% du coût d'achat du vélo. C'est un moyen aussi d'inciter nos concitoyens de participer à cet objectif qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais proposer d'autoriser le président de mettre tout ça en œuvre. Question? Je pense que vous n'y êtes pas opposé, je le redis, je pense que c'est vraiment une aide qui est appréciée et qu'il faut poursuivre, même si, je le répète, ça coûte de l'argent. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Il n'y en a pas. Merci pour ceux qui vont pouvoir pédaler. Alors, point numéro 7, participation de Saint-Louis Agglomération à l'organisation et à l'animation du défi J'y vais, c'est encore Philippe.
Alors, historiquement, ça s'appelait au boulot, j'y vais à vélo, mais on peut y aller autrement, on peut y aller en trottinette, à pied, en bus. Donc, l'idée de ce défi, c'est que 25 collectivités du Grand Est sont regroupées et participent du 17 mai au 6 juin, sachant qu'évidemment, on peut aller en vélo au boulot toute l'année, pas seulement du 17 mai au 6 juin, mais à ce moment-là, on note, tout ça, ça c'est centralisé au niveau de l'association Vélo Mobilité Active du Grand Est, qui font des actions de communication et qui permettent de valoriser un peu cette opération à une échelle plus grande. Le financement de notre agglomération est de 1 500 € et derrière, il y a des cadeaux évidemment aux participants les plus vertueux à ce défi. Donc je vous invite tous à participer, ça marche aussi pour dire à la mairie j'y vais en vélo ou à l'agglo j'y vais en vélo. Voilà, Monsieur le Président, et il vous est proposé d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'année à venir. Pareil, je pense que ça ne pose pas de problème. Apparemment pas. Merci Philippe, merci à vous pour cette approbation. Et nous continuons avec le renouvellement du partenariat entre SLA et l'association Alter Alsace Énergie. C'est toujours Monsieur Kibili. Oui, vous permettrez, Monsieur le Président, d'inscrire ça dans un cadre un peu plus global. Rappelez-vous, quand nous avons voté notre diagnostic et notre stratégie à venir, nous sommes positionnés sur un certain nombre d'appels à projets qui s'appellent FAIR, Octave, ACT2E, ADEM, SAR, c'est pas un Lander, hein. Philippe Guinter dirait de Versteht Esoinit, ce qui pour le préfet peut être traduit par ces acronymes sont pour le moins incompréhensibles pour le commun des mortels. Bref, revenons à la convention avec Alter Alsace Énergie, qui est un partenaire vraiment historique et qui anime les espaces info-énergie, qui vont plus s'appeler espaces info-énergie, ils vont maintenant s'appeler FAIR, qui est plus compréhensible. Cette nouvelle convention d'objectifs et de moyens sur 3 ans s'inscrit dans le cadre du programme SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, mis en place par la région Grand Est et dont nous avons déposé un appel à projet, et on remercie Christelle, qui est la grande chef thème de ces opérations là-bas, puisque notre programme a été accepté et nous serons financés à 65% pour décliner sur les 3 années à venir les permanences d'Alter Alsace Énergie. Je rappelle que ça consiste à faire des permanences itinérantes sur l'ensemble de vos communes. Si vous êtes volontaire, il y a un planning annuel, mais également dans les pôles de proximité. Nous faisons les campagnes de thermographie de façade qui rencontrent toujours un grand succès auprès de nos concitoyens, l'animation des défis des familles à énergie positive, des conseils pour les particuliers, mais aussi les copropriétés et les petits tertiaires privés. Et il y a un accompagnement, pour ceux qui y ont assisté hier soir aussi, à des particuliers pour la rénovation. Nous avons proposé, c'est un programme de 41 800 € sur 3 ans, avec 65% donc de subventions. Il veut être proposé de le reconduire, de signer avec Alter Alsace Énergie, d'inscrire les crédits nécessaires au budget et d'autoriser Monsieur le Président à le signer. Je rappelle que l'habitat, c'est 34% des consommations, 20% des émissions au niveau de notre agglo, et qu'on contribue ainsi à améliorer les choses. Merci Philippe. Avez-vous des questions? Quand il s'agit, quand Philippe dit, ou d'autres personnes, est prévu d'inscrire ces sommes au budget, évidemment, ces sommes sont déjà comprises dans les chiffres qui vous ont été donnés tout à l'heure. Et on ne peut pas se rajouter, c'est tout à fait normal, puisque c'est des travaux, c'est des dépenses qui sont prévues. Pas de questions? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Il n'y en a pas. Merci. Et on continue encore avec Philippe pour le renouvellement du partenariat aussi entre SLA et la Société d'économie mixte Octave. Même exercice, c'est un des volets qui a été inscrit dans le programme SAR que nous avons déposé à la région, qui a également été accepté et qui nous permet d'intégrer la SEM Octave, on l'a intégré en 2019, qui est un service intégré de rénovation énergétique performante, un guichet unique qui accompagne les particuliers ou les copropriétés qui ont un projet de rénovation, qui les aide à trouver les subventions, les fonds, et qui les accompagne de A à Z pour réaliser le projet. Ça a été très bien expliqué aussi hier soir par Alter Alsace Énergie. C'est un programme exemplaire que la région Grand Est a mis en place. Et c'est pas des margoulins, ce sont des entreprises qui sont souvent regroupées et qui sont coordonnées par cette SEM Octave qui en assure l'accompagnement. Il nous est donc proposé d'approuver cette nouvelle convention de partenariat qui courra pour 3 ans et d'autoriser Monsieur le Président à la signer.
Merci. Pas de questions non plus, pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci à vous. On va pouvoir laisser se reposer un petit peu Philippe. Je reprends la main pour un tout autre sujet, avis sur le projet d'agglomération de Bâle de la 4e génération. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, je vais quand même vous lire l'essentiel de ce qu'il y a dans la délibération, parce qu'il y a vraiment des choses importantes. Tout le monde n'est pas forcément peut-être au fait de ce qui se passe là. Je tiens à dire aussi que nous avons M. Heinrich qui est avec nous dans la salle, et s'il y a des questions tout à l'heure, il est tout particulièrement à même de pouvoir vous répondre. Le projet d'agglomération est un instrument de financement des infrastructures de la Confédération helvétique destiné à aider les agglomérations à résoudre les questions de transport et de mobilité et à coordonner le développement des transports et de l'urbanisation par-delà les limites communales, cantonales et nationales. Dans ce cadre, les membres de l'association Aglo-Basel, et c'est là on est, chargés d'élaborer le projet d'agglomération de l'agglomération trinationale de Bâle, se sont entendus sur un modèle de développement de l'agglomération à un horizon 2040, ou vision d'avenir, ils nous ont copié un petit peu, et ont développé en conséquence des stratégies et des projets pour le mettre en œuvre. Ces projets d'infrastructure sont classés par priorité chronologique, liste A, B, C, et portent sur différentes catégories, routes, transport en commun, mobilité douce. L'Aglo-Basel a déjà élaboré 3 projets d'agglomération. Le premier a été déposé en 2008, le deuxième en 2012, le troisième en 2016, et il s'agit maintenant de déposer d'ici fin juin 2021, c'est-à-dire très bientôt, une nouvelle demande de contribution fédérale pour les mesures inscrites au projet d'agglomération de Bâle de 4e génération. Les demandes de contribution sont examinées par l'Office fédéral du développement territorial de la Confédération helvétique en fonction de leur capacité de répondre aux objectifs fédéraux et aménagement du territoire. Et en fonction de l'évaluation de la Confédération sur la qualité du projet de développement, les agglomérations bénéficient d'un taux de cofinancement plus ou moins important dans les limites d'une fourchette comprise entre 30% et 50% pour les projets d'infrastructures éligibles. La vision d'avenir repose sur les documents de planification en vigueur dans les 3 pays, et donc le SCOT chez nous. Elle vise à renforcer la structure polycentrique de l'agglomération tout en s'appuyant sur les trames vertes et bleues et un système de mobilité durable. En matière d'urbanisation, les objectifs visent à promouvoir un développement urbain de qualité dans les secteurs déjà bâtis et à limiter l'étalement urbain. En matière de mobilité, l'objectif est de renforcer le transport en commun et les modes actifs en créant des infrastructures qui permettent à ces modes d'absorber une grande partie du trafic supplémentaire attendu et d'assurer un trafic motorisé supportable pour les zones urbanisées. Vous avez reçu en annexe les détails à ce sujet. SLA propose de mentionner les zones de développement et d'inscrire les projets suivants au projet d'agglomération de 4e génération. Pour être cofinancés, les projets doivent contribuer significativement à la mise en œuvre de la vision d'avenir arrêtée. Et donc, vous avez effectivement plusieurs tableaux qui se suivent. Alors, il faut savoir, évidemment, chers collègues, que ce travail n'a pas commencé il y a 2 mois. Le dernier programme a été déposé en 2016. Et généralement, dès qu'un programme est déposé, on commence déjà par travailler pour le suivant. Donc, nous avons commencé à travailler dès 2017 pour celui qui va être déposé en juin 2021. Et quand celui-ci sera déposé en 2021, il faudra en 2022 démarrer les réflexions par rapport à celui qui va être demandé d'ici probablement 2027. Alors, vous avez plusieurs tableaux. D'une part, les zones de développement qui sont supérieures à 2 hectares à l'horizon 2035. Vous avez les différents projets que nous souhaiterions voir inscrits et pouvoir être aidés par la Confédération helvétique au financement de ces zones. Ensuite, vous avez les projets portés par SLA inscrits au programme d'agglomération 4 pour les différents horizons. Donc l'horizon A, ça c'est le plus court.
Ce sont les projets qui devraient être réalisés entre 2024 et 2028. Vous avez toute une série de pistes cyclables qui rentrent évidemment parfaitement en concordance avec le programme que nous avons arrêté ensemble. Sachant que dans le programme numéro 3, il y avait déjà aussi des pistes cyclables. C'est pour ça que, pas croire que d'ici 2024, il va rien se passer, puisque nous bénéficions déjà aussi de crédits par rapport à des demandes précédentes. Vous voyez que les chiffres sont relativement importants, puisque quand on regarde rien que l'horizon A, nous en arrivons pour SLA à 24 millions d'euros, soit 26,27 millions de francs suisses. L'horizon B, il n'y en a pas, et l'horizon C, après 2032, nous avons déjà prévu un certain nombre d'opérations que vous voyez apparaître dans le tableau suivant également. Quand on est en horizon C, vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Mais si ça n'y est pas, vous ne pourrez plus y travailler après. C'est ça le problème. Nos amis suisses ont des tas de qualités. Alors ils ont quelque chose qui est absolument formidable, c'est que eux y voient à très long terme. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement qu'on soit au rendez-vous. Si on veut bénéficier de l'aide qui peut nous être accordée, et vous serez d'accord avec moi, il vaut mieux effectivement pouvoir en bénéficier que de rien avoir du tout, parce que je rappelle que le premier programme d'agglomération, je parle sous le contrôle de mes collègues et de M. Heinrich, nous n'étions même pas consultés, puisque il n'y avait pas d'argent de prévu, entre guillemets, pour les étrangers. Ensuite, nous en avons bénéficié. L'opération la plus importante, effectivement, était le tram 3, pour l'ouverture du tram 3 pour venir du côté de Saint-Louis. Évidemment, c'était la même chose pour le tram 8 du côté de Baille. Et il est vrai que maintenant, ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'opérations qui peuvent être financées, soit en passant par Saint-Louis Agglomération, soit directement au niveau des communes. Mais encore une fois, la qualité du projet doit être conséquente et doit effectivement apporter un réel plus par rapport aux objectifs poursuivis. Et c'est pas parce qu'on dépose quelque chose en juin 2021 qu'on va avoir les sous en 2022. Ça, c'est vrai que de ce côté-ci, on a encore un petit peu de mal à le comprendre. Vous voyez, si on demande quelque chose pour l'avoir au plus tôt en 2024, voire peut-être en 2027, 2028 ou même après 2032, ça commence quand même par être un peu loin. Mais c'est les règles qu'ils nous imposent. Pour les Allemands, c'est évidemment la même chose. Et il faut donc effectivement que ces règles soient suivies. Sinon, ce n'est même pas la peine de jouer avec eux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Eh bien, vous le voyez sur la page 4 du document qui vous a été envoyé. Vous avez, à titre d'information, la collectivité européenne d'Alsace a inscrit les projets suivants. Donc, évidemment, le projet de réaménagement RD 105 Saint-Louis-des-Inques, nommé 5A3F. La passerelle piéton cycliste entre le quartier du Lys et le Technoparc. Et ça, c'est en horizon A. Donc, il faut espérer que ça aille très 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 vite. Et en horizon B, donc, le réaménagement des carrefours RD 105, RD 201 et RD 105 frais Euro-Airport à Ézin, à horizon 2029. Mais ça, c'est au titre de la CEA, pas de SLA, puisque c'est évidemment la CEA qui est maître d'ouvrage dans ces opérations. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à quelque chose qui est très, pas technique, mais qui est très administratif? Sinon, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué, on dit oui, mais moi, dans ma commune, j'ai tel et tel projet, ou j'ai ceci à faire, est-ce que c'est possible ou pas? Je vous conseille vivement, alors c'est pas qu'il manque pas de travail, mais tout simplement que vous ayez l'information, je vous conseille vivement de prendre contact avec M. Heinrich si vous avez un projet qui rentre, alors pas n'importe lequel, j'ai dit les différents cadres qui seraient susceptibles de pouvoir être financés. Et encore une fois, il s'agit de projets à moyen, voire à long terme, sachant que pour le projet d'agglomération 4,
fini, c'est terminé. Ce serait donc forcément pour le programme d'agglomération 5. Il lui sera déposé quand le mandat sera déjà fini, je crois. C'est-à-dire en 2027. C'est, comme je l'ai dit, les limites de l'exercice. Mais bon, il y a une continuité à SLA et il y a une continuité dans les communes. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous rends attentif à ce sujet. Pas pour qu'il y ait un grand débat ce soir par rapport aux points qui y sont inscrits, puisque c'est le résultat ou la résultante de toute une série de travaux menés depuis des années. Et encore une fois, pas plus tard que l'année prochaine, il va falloir déjà réfléchir à ce qui va se passer après. Et ce serait bien que vous puissiez l'avoir à l'esprit. Et si vous avez un projet qui pourrait être intéressant pour vos communes respectives à relativement moyen ou long terme, renseignez-vous, M. Heinrich vous répondra s'il y a de quoi faire quelque chose ou au contraire, ça ne rentre pas dans le cadre. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose évidemment d'approuver cette liste de sorte que nous puissions la soumettre à nos amis suisses et que les démarches puissent être engagées pour que nous puissions obtenir des crédits au plus tôt en 2024, entre 2024 et 2028, et probablement encore après pour certains projets. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Je vous en remercie. C'est un point qui est vraiment important, vous l'imaginez bien. On a beaucoup parlé chiffres et budget ce soir. Évidemment, quand une opération peut être soutenue à hauteur de 30, de 35 ou de 40%, c'est loin d'être négligeable. On est d'accord. Je vous propose de passer à la 11e question. Convention de planification de projet Dryland pour l'année 2021. Je ne vais pas vous lire en détail. Alors, cette convention de planification trinationale du projet Dryland, dans laquelle s'était engagé SLA depuis 2016, est arrivée à expiration à la fin de l'année 2020. Il est donc proposé de conclure une nouvelle convention dans le cadre de ce partenariat pour l'année 2021. Cette nouvelle convention de planification a pour objet de coordonner les projets nationaux, et trinationaux entre les partenaires et de définir un plan d'action. Donc, vous avez les grands axes sur le document. Le budget total de ces actions est de 180 000 €. La participation demandée à SLA est de 20 188 €, répartie à hauteur de 5 600 € pour les études liées au pont sur le Rhin et à hauteur de 14 588 € pour les autres mesures. À ceci s'ajoute un reliquat de 772,51 € pour compléter la subvention donc versée par SLA pour l'année 2020. Au cours de l'année 2021, les résultats de l'étude socio-économique concernant la construction du pont sur le Rhin, donc entre Bâle et Unningue, permettront de décider la suite à donner à la réalisation de cette infrastructure. Je rappelle que pour le moment, ce n'est qu'un projet, il n'y a absolument rien à prouver et encore moins de financer. Néanmoins, évidemment, on en parle. Une fois cette décision prise, une convention pluriannuelle relative à ce projet spécifiquement pourrait être conclue à partir de 2022. Vous avez évidemment le projet de convention qui est derrière et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il n'y en a pas? Et contre? Abstention? Merci. Là aussi, on peut avancer, même si là aussi, il s'agit d'un projet à très long terme, parce qu'un pont sur le Rhin, ça se fait pas non plus en 6 mois ou en 1 an. On continue avec le point 12, la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Schlierbach et environ. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure et je passe la parole à Thierry Litzler pour les choses concrètes maintenant. C'est à toi, Thierry. Tout à fait, merci Président. Donc effectivement, on est dans l'application de la loi NOTRe, que tout le monde connaît. Loi NOTRe qui a été complétée en 2008 par la loi Ferrand-Fesneau, que personne ne connaît, et la loi que le gouvernement a votée en catastrophe le 27, enfin fait voter par le Parlement en catastrophe le 27 décembre 2019. Je pense que tout le monde ici s'en souvient, puisque, comme vous le savez, nous avions l'obligation de prendre la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, c'est-à-dire 4 jours après. Donc, heureusement, en son temps et au précédent mandat, nous avons été un peu précautionneux et avons pris les devants. Parce que sinon, en 4 jours, vous imaginez bien que c'est tout simplement impossible. Par contre, ce que ces textes ont permis, c'est que dans le cas de l'existence d'un syndicat mixte à cheval sur plusieurs agglomérations, ce qui est le cas chez nous, notamment
Pour le SIAP de Schlierbach et environ, il y a la possibilité de conserver l'existence de ce syndicat, et c'est donc ce qui était le cas jusqu'à présent. Avec cependant un changement par rapport au fonctionnement du syndicat, c'est que ce ne sont plus les délégués des communes qui y siègent directement, mais on a un système de représentation et de substitution via les délégués des agglomérations en question, et dans notre cas, il s'agit des délégués de Saint-Louis Agglomération et de Mulhouse Alsace Agglomération. Comme vous le savez, lors de l'installation des différentes commissions et des délégués, Monsieur le Président vous a proposé que ce soit les délégués des communes concernées qui, pour Saint-Louis Agglomération, représentent notre agglomération à l'intérieur de ce syndicat. C'est évidemment une question de bon sens. Aujourd'hui, donc, ce syndicat existe toujours. Il est composé de 5 communes, 4 communes dans notre agglomération, Galspitzen, Lanzer, Schlierbach et Waldenheim, et une 5e commune qui est donc la commune de Dietwiller, qui est rattachée à M2A. Aujourd'hui, c'est en application de l'article L5212-33 du CGCT qu'il est proposé en accord avec les 5 communes et avec un consentement qui doit être requis par les 2 assemblées délibérantes des 2 agglomérations de demander à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de procéder à la dissolution de ce syndicat. Cette dissolution se passera en 2 temps. Un premier arrêté du préfet qui mettra fin à l'exercice de la compétence du syndicat et un deuxième arrêté qui constatera la répartition définitive de l'actif et du passif. En sachant que, évidemment, à ce moment-là, ce sont les 2 agglomérations qui sont censées reprendre la compétence. Alors, bien évidemment, pour notre cas, le Président l'a dit tout à l'heure pendant le POB, il n'y a pas de souci, nous avons depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau et assainissement, et nous allons donc récupérer cette compétence pour les 4 communes concernées. Il en va différemment du côté de nos voisins mulhousiens, puisque la M2A a obtenu effectivement une dérogation qui permet de redonner, pendant une durée de 3 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2022, la compétence à ses communes membres. Et il s'avère qu'en l'état, la commune de Dietwiller n'a pas les ressources matérielles et techniques permettant d'assurer cette gestion, et en accord donc avec M2A, il a été proposé que ce soit, on le verra au point suivant, Saint-Louis Agglomération qui prenne le relais. Mais en tout cas, il y a une première étape, et cette première étape, c'est donc d'acter, ce soir par un vote solennel de notre Assemblée, le principe de la dissolution de ce syndicat, de demander l'autorisation au préfet, de lancer les démarches administratives, et bien évidemment, d'autoriser notre président ou le vice-président en charge du dossier, donc votre serviteur, à signer les différents documents. Voilà l'objet de la première délibération. Avez-vous des questions? Donc, si vous en êtes d'accord, nous allons voter solennellement, comme l'a dit Thierry. C'est un moment important. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que nous demandons la dissolution de ce syndicat à Monsieur le Préfet. Merci à vous. La parole reste à Thierry pour la conclusion d'une convention de prestation de services dans le domaine de l'eau, donc pour la commune de Dietwiller, justement. Tout à fait, donc pour cette compétence, si vous en êtes d'accord, Saint-Louis Agglomération passera à 41, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2022, puisque, donc en accord avec la M2A et avec la commune de Dietwiller, c'est de proposer que nos services puissent assurer les différentes missions inhérentes à cette compétence eau potable sur le territoire de Dietwiller, dans la mesure où les 5 communes travaillaient déjà ensemble, le maillage des réseaux existe également, et qu'il est donc tout à fait pertinent, dans l'attente du 1er janvier 2023, que M2A reprenne la compétence au niveau de l'agglomération, que cela puisse être l'agglomération voisine, donc la nôtre de Saint-Louis, qui reprenne donc le relais pour la durée résiduelle. Et c'est donc l'objet de la convention qui nous est présentée en pièce jointe, et qu'il vous est demandé d'approuver et d'autoriser le président ou son représentant à signer. Voilà, nos collègues de Dietwiller sont évidemment fébriles. J'espère que vous n'allez pas être contre ce que nous proposons là, sinon on n'est pas bien. Nous, on n'est peut-être pas bien, mais eux, ils sont pas bien du tout. Hein. Donc, quelqu'un dit contre? Abstention? Merci beaucoup pour eux. On va laisser souffler un tout petit peu Thierry et on va passer chez Denis Wiederkehr pour le transfert des compétences
eau et assainissement, il s'agit des résultats budgétaires 2019, donc pour le CIVOM du Rami, c'est à Denis. Voilà, donc l'agglomération exerce de manière obligatoire les compétences eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines, transférées depuis le 1er janvier 2020. La distribution d'eau potable et d'assainissement est un service public, industriel et commercial. SPIC, régi par les articles L2224-1 et L2224-2 du Code général des collectivités territoriales. Contrairement à un service public administratif, un SPIC est l'individualisation des opérations dans un budget annexe et son financement est assuré par la seule redevance acquittée par les usagers du service. Dans le cadre du transfert de compétences, eu égard au principe d'équilibre financier du SPIC, de l'eau et de l'assainissement, et dans la mesure où les résultats budgétaires dépendent du financement assuré par les usagers du service, les résultats du budget annexe syndical clôturé, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, et après leur reprise dans le budget principal syndical, peuvent être transférés en tout ou partie au nouveau budget annexe communautaire. Le compte administratif 2019 du budget numéro 30 400, assainissement du CIVOM Rami, dégage un résultat de plus 39 517,64 € sur la section de fonctionnement, plus 4 915,71 € sur la section d'investissement. Il est proposé au Conseil de communauté et au comité syndical par délibération concordante entre Saint-Louis Agglomération et le CIVOM Rami d'approuver le transfert des résultats du budget principal du CIVOM Rami constaté au 31 décembre 2019 vers le budget annexe assainissement régie 18 309 de Saint-Louis Agglomération en concurrence de 44 433,35 €, dont 39 519,64 € en exploitation et 4 915,71 € en investissement. Merci Denis. Avez-vous des questions? Quelqu'un qui est contre? Abstention? Merci. Il va pouvoir en être décidé ainsi. Et du coup, nous revenons chez Thierry pour le transfert des résultats budgétaires, cette fois-ci, de la commune de Kotzag. Tout à fait, donc c'est le même exercice que Denis vous a présenté à l'instant et que nous avons déjà vu sur de précédentes séances. Donc à savoir que par délibération du 27 janvier 2021, le Conseil de communauté a approuvé le transfert des résultats budgétaires 2019 de la commune de Kotzag et la ventilation par contre des montants qui avaient été présentés comportait une erreur. Donc le compte administratif définitif corrigé se présente donc ainsi, plus 949,96 € sur la section de fonctionnement ou d'exploitation, et plus 1663,32 € sur la section d'investissement. Cependant, il faut rajouter, ou du moins minorer ce résultat, au regard des impayés, puisque c'est la règle qui a été mise en place au niveau de Saint-Louis Agglomération, et cette somme d'impayés au 15 août 2020 s'élève à la somme de 3 755,19 €. Il est donc proposé d'inscrire au budget annexe de l'eau pour la partie régie de Saint-Louis Agglomération une somme globale de moins 1142,31 € et qui est ventilée de la manière suivante. En section d'exploitation, moins 2805,63 € et par contre en investissement, donc un investissement positif de plus 1663,32 €. Merci Thierry, désolé de vous embêter avec ça, mais il faut que ça passe systématiquement au Conseil, alors on le fait passer au Conseil. Y a-t-il des questions? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Merci. Point numéro 16, adhésion de nouvelles communes au syndicat mixte des cours d'eau du Soulgo oriental. Je passe la parole à notre collègue Daniel Adrian. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Toujours presque le même sujet, l'eau, mais cette fois-ci, c'est celle qui coule de la source jusqu'à son infiltration. Voilà. Alors, c'est l'adhésion des nouvelles communes au syndicat mixte des cours d'eau du Soulgo oriental. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le syndicat que nous avons créé avec tous les différents syndicats qui existaient, qui géraient nos cours d'eau, qui vont de la frontière suisse jusqu'à Mulhouse, jusqu'à Riedisheim. Et pourquoi ce syndicat? C'est parce que l'ensemble de ces cours d'eau, à l'exception de un,
qui passe près de chez nous et qui va dans le canal. Les autres s'infiltrent dans l'Arthe. Alors, c'est les délégués du syndicat mixte de ce cours d'eau qui ont proposé à toutes les communes non membres la possibilité d'adhérer à ce syndicat. Et je rappelle juste rapidement que toute commune est concernée notamment par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, ainsi que de la gestion des ouvrages hydrauliques existants dont elle est propriétaire. L'importance des responsabilités attachées à l'exercice, c'est une grande phrase que je vous propose, obligatoire de la compétence GEMAPI, tout comme la nécessité d'agir à une échelle adaptée et pertinente, c'est celle de notre territoire où les eaux s'infiltrent dans l'Arthe notamment, continuer à militer pour que cette compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité territoriale, d'exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent. En clair, c'est un bel exemple de gestion cohérente d'un territoire ainsi qu'un exemple de solidarité. Donc les communes de Ranspach-le-Bas, de Rigisheim, de Schlierbach et d'Eschenschwiller ont ainsi délibéré pour demander leur adhésion au syndicat mixte des cours d'eau du Sulgau oriental, et il vous est demandé ce soir de donner aussi un avis favorable à l'adhésion de ces communes à ce syndicat. Voilà, Monsieur le Président. Merci Daniel. Avez-vous des questions pour M. Adrian? Sinon, je mets au point par rapport à l'adhésion de ces 4 communes. Je pense que personne n'y voit d'inconvénient. Personne ne s'abstient. Je vous en remercie. Merci encore. Et nous revenons à de l'assainissement. Cette fois-ci, il s'agit d'approuver la zone d'assainissement sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération des Trois Frontières. Et je repasse la parole à notre collègue Denis Villequet. L'agglomération assure la compétence assainissement sur l'ensemble de son territoire, regroupant ainsi l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Un dossier de zonage concernant uniquement l'ancien territoire de la communauté d'agglomération des Trois Frontières, à savoir Martlein, Lotzheim, Buffulaire, Egenheim, Riesling, Grünen, Kems, Rosenau, Saint-Louis et Village-Neuf, a été initié en 2016. Ainsi, le Conseil de communauté, par délibération du 24 février 2016, a approuvé le projet de zonage d'assainissement et a autorisé le président à lancer l'enquête publique. En effet, il restait à satisfaire aux obligations de l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales et à élaborer et faire approuver le plan de zonage d'assainissement des communes de ce territoire après enquête publique. Ce zonage permet ainsi aux communes ou à leur établissement public de coopération intercommunale de délimiter les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et de stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. Deuxièmement, les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif. Conformément à l'arrêté modificatif numéro 2019-016 pris par le président de Saint-Louis Agglomération le 24 octobre 2019, l'enquête publique s'est déroulée du 29 octobre au 29 novembre 2019 dans les locaux des mairies de l'ancien territoire de la CA3F et au siège de Saint-Louis Agglomération. À l'issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et a émis un avis favorable au projet de zonage d'assainissement le 19 décembre 2019. Il convient à présent d'approuver. Il est précisé que Saint-Louis Agglomération a ensuite tenu à disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans les locaux des mairies concernées et au siège de Saint-Louis Agglomération aux jours et heures habituels d'ouverture au public ainsi que sur son site internet pendant une durée d'1 an. Il est ainsi demandé au Conseil de communauté d'approuver le zonage d'assainissement sur les communes du territoire de l'ancien C3F tel qu'il est présenté en annexe, de demander aux communes concernées d'annexer le plan de zonage à leur plan local d'urbanisme, d'afficher conformément aux articles R 153, 153-20 et R 153-21 du Code de l'urbanisme
la présente délibération pendant un mois au siège de Saint-Louis-Agglomération, ainsi que dans les mairies des communes concernées, et de faire mention de cet affichage en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. D'autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une histoire qui remonte à hier, hein. Et il est grand temps qu'on puisse enfin la passer au Conseil, et c'est pas la révolution en la matière non plus, hein. Maintenant, si vous avez des questions, ça n'est pas le cas. Quelqu'un qui est contre l'approbation de ce plan de zonage? Abstention? Merci beaucoup. On passe à l'autre réjouissance, la passation d'une nouvelle convention pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques ou électroniques, et je passe la parole à notre collègue Gaston Lachat. Merci. Nous avons une convention avec un organisme qui voit son agrément renouvelé en début d'année. Donc il faut que nous aussi nous renouvelions notre convention. Convention donc qui prendrait effet au 1er janvier 2021. Convention qui est importante pour nous puisqu'elle nous amène quand même un soutien financier qui est estimé à peu près à 40 000 euros par année donc pour la collectivité. On renouvelle ce qu'on avait en place parce que l'éco-organisme voit son agrément renouvelé. Nous renouvelons la convention. Voilà ce qui vous est proposé pour le point 18. Pas de soucis, pas de questions. Personne n'est contre, personne s'abstient. Merci à vous et à Gaston. Et Gaston conserve la parole pour le point 19. Pour le point 19, c'est un tout autre sujet. Donc là, on peut dire les petites gouttes font les petits ruisseaux. Hein. Donc, puisque dans le cadre du PLP, du plan local de prévention des déchets, nous avons toujours l'objectif de réduire nos déchets d'ici l'année 2023 de 10%, ce qui représente 62 kilos par habitant. Un point important, c'est un objectif important. Alors, il y a différentes actions qui sont prévues, on en a déjà parlé différemment, et ce soir, donc, c'est assez intéressant de savoir ce que représente en fait le ramassage des couches des enfants. Vous avez peut-être vu dans les documents, donc un enfant utilise jusqu'à l'âge de 2 ans et demi entre 4500 et 5000 couches. Et ce qui représente quand même un poids de 1500 kilos de déchets qui sont en fait non recyclables. Et en comptant les 735 naissances par année sur le territoire de l'Agglo, on arrive quand même à un poids assez impressionnant qui dépasse les 1000 tonnes de déchets par année, donc dû à ces couches. Donc c'est pas anodin, il est clair que tout le monde ne va pas passer aux couches lavables, néanmoins il y a des gens qui sont prêts à le faire, et donc pour soutenir ces personnes-là, il est décidé, ou pas décidé, on va décider ensemble, mais il est proposé de donner une aide financière à ces familles. Il s'agit de l'acquisition d'une vingtaine de couches qui est estimée pour un enfant, qui permet de tourner donc avec des couches lavables. C'est un montant de 450 à 650 euros pour une famille, pour un jeune enfant. Et donc il est proposé de donner une aide financière de l'ordre de 150 euros par famille, comme subvention. Et dans le cadre de ce démarrage de ce test, on a aussi prévu de limiter à 30 familles pour la première année, ce qui fait un montant de 4500 euros et qui pourrait donc satisfaire une trentaine de familles. Voilà le projet qui vous est proposé, de donner cette aide financière à ces familles. Merci Gaston. Je pense que vous êtes un petit peu étonné que Saint-Louis-Agglomération touche à autant de points différents et qu'un jour les 78 conseillers communautaires vont parler couches lavables. Écoutez, on est là pour tout le monde, c'est la preuve. Hein. Alors, avez-vous des questions? Vous n'êtes pas contre les couches lavables, vous êtes d'accord, content de l'opération. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci pour les familles qui voudront bien en profiter, j'ose espérer. Alors, je ne vais pas dire que c'est le même succès que le vélo, parce que sinon, Claude Daner va encore me gronder, ça va coûter beaucoup de sous. Mais vous avez compris l'idée, c'est évidemment de limiter autant que faire se peut le nombre de déchets. Merci. Merci encore à toi, Gaston.
Alors, le point numéro 20, nous l'avions déjà abordé l'année dernière, mais il y a eu quelques petits changements. Donc, Saint-Louis Agglomération a adhéré à l'établissement public foncier d'Alsace le 25 septembre 2019. Suite au renouvellement de son conseil, SLA a désigné ses représentants au sein de cet établissement par délibération du 9 septembre 2020, justement. Et il était question, à l'époque, de 4 délégués titulaires et 4 suppléants, comme prévu par les statuts de l'EPF en 2020. Cependant, les statuts de l'EPF d'Alsace ont été modifiés le 31 décembre 2020, notamment au niveau de la composition de son assemblée générale, et cela pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'EPCI adhérents. C'est bien, il y a du succès, qui est passé de 22 en mai 2019 à 34 en septembre 2020. Effectivement, c'est une augmentation de 50%, c'est pas négligeable. Ainsi, désormais, une collectivité de plus de 50 000 habitants ne peut plus se faire représenter que par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Et il convient donc de désigner à nouveau les représentants de l'agglomération dans cette limite. Alors, en discutant avec les collègues, je vous propose évidemment quasiment les mêmes personnes qui étaient prévues auparavant, mais chaque fois avec une personne de moins au niveau des titulaires. Donc je vous propose Jean-Paul Meyer, Sandra Muth et Pascal Schmidiger en tant que titulaires, et en tant que suppléants, Pascal Fury, Bernard Canizer et Pierre Wendler, puisque nous ne pouvons plus que désigner 3 personnes titulaires et 3 personnes suppléants. Est-ce que cette proposition vous agrée ou vous voulez intervenir? Je ne vois pas de doigt levé. Donc, quelqu'un qui est contre? Abstention? Merci pour les 3 titulaires et les 3 suppléants qui continuent d'avoir le droit de travailler à l'EPF. Question numéro 21. Adhésion à l'association alsacienne de gestion du fichier partagé de la demande de logement social. Jean-Paul Meyer. Merci, Président. Donc, l'agglomération est tenue d'élaborer un certain nombre de documents relatifs aux attributions dans le parc de logements sociaux. Leur réalisation nécessite le recours à des données dont disposent les bailleurs sociaux et qui mutualisent dans un fichier partagé. Pour pouvoir en bénéficier, il nous est proposé d'adhérer à une association dénommée Association alsacienne de gestion du fichier partagé de la demande de logement social, moyennant le paiement d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'un forfait de 3 centimes d'euros par habitant. Nous aurions accès aux données dont nous avons besoin. Et compte tenu de la taille de notre PCI et de ses obligations en matière d'habitat, nous pourrions adhérer en tant que membre fondateur. Aussi, je vous propose d'approuver l'adhésion de SL Saint-Louis Agglomération en tant que membre fondateur à cette association et de me désigner que pour représenter Saint-Louis Agglomération dans ses instances décisionnelles. D'autoriser le président ou son représentant à prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette présente délibération et à signer les documents afférents. Et d'autoriser le versement de la cotisation annuelle telle que prévue dans les statuts de l'association jointe à l'annexe. Merci beaucoup Jean-Paul. Donc, je pense que vous êtes d'accord évidemment que Jean-Paul, qui travaille constamment dans cette délégation, puisse évidemment être notre représentant dans cette organisation. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Et on reste chez Jean-Paul avec, vous avez l'habitude de ça, une attribution à Habitat de Haute-Alsace d'une subvention pour la construction de logements sociaux à Village-Neuf. Donc c'est l'attribution à Chacha de subventions de 42 400 € pour la construction de logements sociaux à Village-Neuf. L'opération située rue de Roselot à Village-Neuf. Les logements construits contribueront à rattraper le déficit en logement social de cette commune au regard de la loi SRU. Donc je vous propose d'approuver l'attribution à Chacha de la subvention demandée, d'autoriser le président ou son représentant à prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette décision, notamment à signer les documents afférents et la convention d'attribution. Vous avez vu que dans le débat d'orientation budgétaire, je vous ai parlé de 300 et quelques mille euros qui étaient d'ores et déjà provisionnés par rapport à ce type d'opération. Vous voyez, il y a déjà 42 400 € qui sont prévus rien que pour cette opération-là.
Après, c'est tant mieux, puisque effectivement, les communes qui ne disposent pas encore du nombre de logements sociaux requis doivent pouvoir les avoir pour éviter les ennuis à l'avenir. Question? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Merci pour HHA. Point numéro 23. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est toujours Jean-Paul, une subvention de 500 € pour habiter mieux sérénité. Ouais, comme vous avez dit, Monsieur le Président, vous avez l'habitude de ce dispositif de soutien destiné aux propriétaires occupants modestes qui veulent entreprendre des travaux de rénovation thermique de leur logement. Donc, il y a une demande de subvention a été déposée par un particulier dénombrant 25 rue Aucas et Vence pour l'isolation des combles de ce logement et de l'installation d'un poêle. La demande étant éligible, je vous propose de lui accorder la subvention demandée, peut être valorisée pour l'obtention de la label Cité Énergie, pour lequel nous sommes très attendus au niveau de l'habitat. Merci. Là aussi, Jean-Paul, vous n'avez pas d'objection, pas de vote contraire. Merci. Le bénéficiaire. 24e question, c'est le compte-rendu des décisions donc, que vous voyez apparaître à chaque conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir un renseignement par rapport à une décision qui a été prise et que n'est pas comprise? Ça ne peut pas être le cas là non plus. Donc, je considère que c'est approuvé. Ensuite, détermination du lieu de réunion du Conseil de communauté pour la séance du 7 avril. Ben, écoutez, je vous propose de nous retrouver dans cette salle donc pour reparler chiffres la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi 7 avril à 18h. Et nous arrivons au point divers. Personne n'a écrit de questions donc où il souhaitait avoir réponse dans le cadre du point divers. Nous arrivons donc au bout de cette séance. Je tiens à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, de votre patiente attention, parce que c'est vrai que c'est le genre de conseil qui n'est pas forcément jouissif quand on n'est pas au micro. Merci à vous, bon retour et surtout continuez à prendre soin de vous. Merci et bonne soirée à vous.